Vous connaissez cette personne qui rit de absolument tout? Celle qui trouve de l'humour dans des situations qui feraient paniquer la plupart des gens? Oui, elle a probablement traversé des épreuves sérieuses. Et je ne parle pas d'une mauvaise journée au travail ou d'un petit contretemps. Je parle du genre d'expérience profonde qui reprogramme fondamentalement la façon dont vous voyez le monde. Quand le monde de quelqu'un est complètement bouleversé par les difficultés, il développe souvent un mécanisme de survie très spécifique, l'humour noir. Pour le monde extérieur, faire des blagues en pleine crise peut sembler insensible. Mais c'est en réalité exactement le contraire. Pour ceux qui ont enduré trop de choses, la comédie devient leur armure. Le rire n'est pas un signe qu'ils ne se soucient pas, c'est un bouclier farouchement protecteur. Ils utilisent l'humour pour prendre activement le pouvoir sur leur douleur. Parce que lorsque vous pouvez regarder l'absurdité pure de votre propre souffrance et forcer un rire, ce traumatisme perd immédiatement une partie de son emprise. Chaque remarque sarcastique, chaque blague noire qu'ils lancent est une petite rébellion. C'est leur manière de regarder droit dans les yeux les choses qui ont essayé de les briser et de dire « Aujourd'hui, tu ne gagnes pas ». Mais cette armure fait plus que simplement détourner la douleur. Elle reprogramme fondamentalement la manière dont ils traitent la réalité. Voici ce que personne ne vous dit à propos des personnes qui ont enduré trop de choses. Leur cerveau fonctionne littéralement sur une fréquence différente. Il n'est pas brisé, il est entraîné. Il est entraîné par la nécessité absolue de devenir une machine de survie exceptionnelle. Avec le temps, il développe ce qui est essentiellement une immunité au chaos quotidien de la vie. Pas une immunité aux émotions, mais une immunité à être complètement anéanti par les changements soudains. Pour cette raison, ils deviennent exceptionnellement bons pour s'adapter. Un nouveau travail soudain? Bien sûr. Déménager dans une nouvelle ville? Pourquoi pas? Toute leur vie qui s'effondre un mardi après-midi au hasard, ils feront probablement juste une tasse de café et trouveront une solution. Ils restent remarquablement calmes lorsque tout s'effondre, parce qu'ils ont appris que la survie n'est pas seulement possible, elle est inévitable. Mais c'est là que les choses prennent une tournure étrange. Parce qu'ils ont appris à la dure que des événements massifs et bouleversants échappent complètement à leur contrôle, ils développent une relation intense, presque obsessionnelle, avec le contrôle des petites choses. Ils vont micro-gérer les moindres détails de leur journée tout en restant étrangement zen face à des incertitudes massives. Ce sont le genre de personnes qui pourraient avoir une crise existentielle complète à cause de l'utilisation de la mauvaise tasse de café le matin, mais rester totalement détendus quant à l'ensemble de leur parcours professionnel qui est en suspens. La contradiction est tout le point. Les grandes choses dépendent du destin, mais les petites choses, ils peuvent les gérer. Vous pourriez penser que quelqu'un qui a traversé l'enfer sort de l'autre côté cynique. Vous vous attendriez à ce qu'il soit amer, méfiant et complètement fermé au monde. Mais en général, le contraire complet se produit. Ils deviennent certaines des personnes les plus empathiques que vous rencontrerez jamais. Et je veux dire agressivement empathiques. Prenons un exemple. Quelqu'un leur coupe la route dans le trafic. Vont-ils exploser de rage au volant? Probablement pas. Leur esprit est déjà 3 pas en avant, se demandant si ce conducteur passe une journée atroce, traverse un divorce compliqué ou se précipite désespérément à l'hôpital. Quand vous avez survécu à vos propres tempêtes sévères, les averses des autres vous touchent différemment. Ils offrent la grâce dont ils avaient eux-mêmes besoin autrefois. Cette profonde empathie se transforme en une sorte de super pouvoir discret. Ils peuvent repérer la douleur chez quelqu'un d'autre à des kilomètres de distance parce qu'ils maîtrisent parfaitement le langage du traumatisme. Un léger changement, presque invisible, dans le ton de votre voix, ils l'ont capté. Ce sourire forcé que vous affichez devant le groupe, ils l'ont percé à jour, et ils planifient déjà mentalement comment prendre de vos nouvelles plus tard sans que cela soit gênant. Ils savent exactement comment lire le silence, pas seulement le calme, mais sa texture réelle. Ils savent instantanément si un silence est lourd, déçu, irrité ou simplement épuisé. La plupart des gens entrent dans une pièce et ne voient que le mobilier. Ces personnes, elles, entrent et lisent immédiatement la température émotionnelle. Ils perçoivent les changements subtils dans l'atmosphère de la même manière que d'autres sentent une chute soudaine de la température. Et voici quelque chose de réellement beau qui découle de toute cette douleur. Les psychologues ont même un terme pour cela, la croissance post-traumatique. Il s'avère que beaucoup de personnes qui traversent un traumatisme profond ne se contentent pas de se relever. Elles avancent en avant. Leurs priorités se cristallisent complètement.
Leur appréciation pour les moments ordinaires et calmes devient presque comiquement intense. Parce qu'elles ont vu exactement à quel point le monde peut être sombre, elles se permettent d'être entièrement vulnérables à la lumière. Elles peuvent littéralement avoir les larmes aux yeux devant un coucher de soleil magnifique, le son de la pluie ou un matin parfaitement silencieux. Et elles n'en sont même pas légèrement gênées. Pourquoi ? Parce que la nature et les moments calmes sont sûrs. Un coucher de soleil ne peut pas vous trahir. La pluie n'a pas d'agenda caché. Mais il y a un revers brutal à cette belle sensibilité. Alors que leur cœur est grand ouvert à la beauté du monde, leur système nerveux reste constamment prêt à encaisser. C'est la partie dont personne ne vous avertit. Les personnes qui ont trop enduré luttent souvent avec une hypervigilance intense. Leur système interne de détection des menaces ne s'éteint jamais. Avez-vous déjà été dans un restaurant avec quelqu'un qui insiste absolument pour s'asseoir dos au mur face à la porte ? Ou avec quelqu'un qui a 17 plans de secours différents pour un simple café entre amis ? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un système nerveux qui a appris, de la manière la plus difficile possible, que la sécurité est un luxe, pas une garantie. Ils sont incroyablement sensibles, oui, mais ils observent toujours, toujours. Parlons des relations pendant 1 minute. En matière d'amour et d'amitié, les personnes qui ont trop souffert sont souvent des contradictions ambulantes. Ils seront là pour vous à 3 heures du matin sans aucune hésitation. Si vous vous effondrez, ils sont les premiers à venir avec une lampe de poche et une pelle pour vous aider à vous relever. Mais à la seconde où vous essayez d'être là pour eux, ils se ferment complètement. Ils sont phénoménaux pour prendre soin des autres parce que jouer le rôle de protecteur leur permet de rester en contrôle en toute sécurité. Mais laisser quelqu'un d'autre s'occuper d'eux, cela nécessite un niveau de confiance qu'ils n'ont tout simplement plus. La vérité douloureuse est qu'ils aspirent désespérément à une connexion profonde et significative. Mais ils ont absolument peur de la dépendance. Pourquoi ? Parce que dans leur histoire, la proximité a toujours eu un prix énorme. Leur système nerveux a appris que s'appuyer sur quelqu'un d'autre mène généralement à tomber lorsque cette personne finit par s'éloigner. Alors, ils se préparent. Et cela conduit à ce qui est essentiellement le syndrome « je vais bien ». Ils minimisent constamment leurs propres expériences douloureuses. « Oh, ce n'était pas si terrible. D'autres ont bien pire. Je vais bien. » C'est comme s'ils avaient développé une allergie sévère, corporelle entière, à être perçus comme une victime. Ils ont survécu à leurs jours les plus sombres en se répétant sans relâche qu'ils allaient bien, donc admettre qu'ils souffrent maintenant leur semble être un échec total. Ils apprennent à ne dépendre de personne, ce qui semble incroyablement fort, jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est aussi incroyablement solitaire. Mais voici ce qui est rarement reconnu chez ces personnes. Sous l'humour noir, sous l'hypervigilance et sous cet extérieur farouchement indépendant, il y a un chagrin profond et invisible. Ce n'est pas le chagrin de la perte d'un être cher, c'est le chagrin de se perdre soi-même. Ils pleurent activement la personne qu'ils étaient avant que le monde ne mette la main sur eux. Ils pleurent la version d'eux-mêmes qui faisait facilement confiance, la version qui pouvait rire à voix haute sans scruter nerveusement la pièce d'abord. La version qui ne répétait pas compulsivement chaque conversation dans sa tête avant qu'elle n'ait lieu, ou qui n'anticipait pas un danger caché à chaque moment de calme. Comment expliquer à quelqu'un que vous regrettez une version de vous-même dont vous vous souvenez à peine ? Comment dire aux gens que vous avez un mal du pays désespéré pour un lieu qui n'a existé que dans votre propre esprit ? Ils pleurent une enfance qu'ils n'ont pas pleinement vécue. Ils pleurent une douceur qu'ils n'ont pas été autorisés à conserver. Et ils pleurent une légèreté, une liberté qu'ils n'ont apprise que bien trop tard. Mais voici la vérité ultime sur ce chagrin. Il ne les brise pas. Il les façonne en réalité. Il les force à devenir plus calmes, plus observateurs et profondément intentionnels. Il les transforme en quelqu'un qui chérit la paix avec ferveur, simplement parce qu'ils connaissent le coût atroce du chaos. Ils redéfinissent à quoi ressemble réellement la force. Ils savent que le vrai pouvoir ne consiste pas à rester droit et à ne jamais, jamais s'effondrer. La véritable force consiste à savoir combien de fois vous pouvez vous briser en 1 million de morceaux et réussir quand même à vous relever du sol et à vous reconstruire. Même si les morceaux ne s'emboîtent pas exactement comme avant. Avec le temps, leur simple survie se transforme en une compréhension profonde. Leur douleur la plus profonde devient leur plus grande compassion. Et sans même s'en rendre compte, ils deviennent quelque chose d'extrêmement rare, un phare. Un phare ne brille pas parce qu'il est parfait ou intact.
Il brille parce qu'il se souvient intimement de l'obscurité et refuse de laisser quiconque s'écraser contre les rochers. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui semble un peu trop à l'aise avec le chaos ou un peu trop prompt à rire de sa propre douleur, appréciez-le. Leur humour, leurs limites et leur profondeur surprenante, tout cela a été acquis de la manière la plus difficile qui soit.